Dimanche, les Français vont voter, vous allez voter, on est dans le cœur de la campagne électorale qui commence à prendre quelques couleurs et on est avec Stéphane de Séjourné, qui est le directeur de la campagne de la liste Renaissance, autrement dit de la liste de la majorité présidentielle. Stéphane Séjourné, bonjour. Alors, le président de la République a donné une interview ce matin chez nos confrères de la presse régionale. Il était obligé de s'investir autant comme ça ? Oui, il considère qu'à la fois son investissement est majeur. La France a décidé souverainement d'adhérer à l'Union européenne et on est à un tournant pour lui de cette construction européenne. C'est tripal chez lui. Hein. C'est tripal le fait d'aller dans la campagne, effectivement. Et puis, c'est des questions européennes qui ont été aussi le cœur de sa campagne présidentielle. Donc, c'est assez logique qu'il s'y investisse à fond moment où on voit la montée des nationalistes un peu partout et qu'ils mettent un pied dans la porte. Qui gagnent, qui perdent, ça ne change rien sur le plan intérieur ? Sur le plan européen, ça change. Quoi donc ? Européen. En quoi ça change ? Faut pas être la majorité présidentielle qui sera avec une liste, enfin dans un groupe qui ne sera pas majoritaire, loin de là. Sur le plan européen, il ne faut pas être dupe. Les chefs d'État et de gouvernement au niveau européen regarderont évidemment le score de cette liste aux européennes. Donc vous avez intérêt à arriver en tête alors. Et le président de la République a un intérêt majeur aussi de faire un bon score sur cette... Ce qui veut dire que s'il n'arrive pas en tête, il sera moins écouté sur le plan européen ? Je pense que c'est la voix de la France qui est aussi en cause. C'est-à-dire que le président de la République, dans cette élection, joue aussi sa capacité d'influence en Europe. Ça veut dire que s'il n'arrive pas en tête, il aura une capacité d'influence moindre ? Il faut le lire comme ça, en tout cas ça sera lu comme ça par les capitales européennes. D'accord. On est dans l'esprit d'un référendum là ? Non, je pense pas. Certains veulent en faire un référendum. Certains veulent en faire un référendum. Moi, je pense qu'il faut regarder de manière très lucide les questions européennes et ce que je vous dis à l'instant, c'est-à-dire les conséquences européennes et pas les occulter. Après, pour ce qui est de la politique nationale, moi, je considère qu'on est là dans le... On rejoue permanemment la question de l'élection présidentielle et donc c'est la volonté à la fois de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon de refaire systématiquement cette élection. Alors il l'a dit, pas de changement de Premier ministre après cette élection, si jamais vous n'arrivez pas en tête ? C'est à lui de décider. Ça serait normal qu'il reste le Premier ministre ? Là, je ne vois pas pourquoi cette élection conditionnerait en tout cas la politique du gouvernement. Il est un peu essoré, il y a eu la crise des Gilets jaunes. Tiens, la crise des Gilets jaunes. Il n'est pas là l'enjeu principal, on n'en est pas sorti de cette crise. On n'en est pas sorti, mais on voit bien que ça commence à dégonfler aussi. C'est-à-dire que les réponses aux grands débats, tous les grands débats qu'on a eus, puis la réponse du président de la République, avec les conséquences au fur et à mesure, l'application de ce qui a été annoncé, commence à faire dégonfler la crise. Mais le malaise social, il est quand même très enraciné dans ce pays, non ? Oui, il y a évidemment un malaise social. On le voit d'ailleurs dans les élections européennes. Il y a un taux de participation qui est assez paradoxal. Au moment où les Français nous demandent plus grande participation dans la campagne, au moment où ils nous demandent de participer à la politique publique, parallèlement, on voit bien que les enjeux, soit européens, n'intéressent peu ou n'intéressent pas, et on s'achemine vers un record d'abstention. Donc c'est la responsabilité des politiques, c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité aussi des médias d'aller... Peut-être changer de discours, vers, avec d'autres mots Moi, je pense qu'il faut être assez sincère dans les conséquences, je vous l'ai dit sur les conséquences européennes. Il faut aussi expliquer les choses, et expliquer en quoi la politique européenne a aussi des conséquences sur le quotidien des gens. Alors le président de la République a toujours le sens de la formule, il nous sort des choses. Là, il nous parle d'une convention fondatrice européenne. C'est quoi ce truc-là ? Oui, c'est l'idée de rien ne s'empêcher derrière et que l'Europe doit aussi revivre sur un nouveau projet. On l'a planté pendant la campagne, les sujets commerciaux, environnementaux, migratoires. Mais c'est quoi une convention fondatrice européenne ? Une convention fondatrice européenne, c'est de redonner aussi la parole au peuple sur la manière de comment l'Union européenne est gouvernée. Donc ce qu'on a fait avec les Gilets jaunes et le grand débat, on doit faire la même chose au niveau de l'Europe. En quelque sorte, on voit bien les critiques qui sont liées à l'Europe. Les critiques qui sont liées à l'Europe, c'est la technocratie, le manque de lecture de ce qui se fait aujourd'hui en termes de politique européenne. Et donc il faut aussi pouvoir résoudre ça et répondre à des questions. Vous voyez bien qu'il y a plein de pays qui sont hostiles, y compris à Emmanuel Macron, qui ne vont pas organiser ce genre de manifestation. Mais je pense que ça se concerte. C'est, comme le dit le président de la République, la France est de retour aussi dans les propositions. Et c'est bien qu'il y ait des propositions qui soient faites. Et après, charge aux nouveaux parlementaires européens et au président de la République
dans le Conseil avec les chefs d'État et de gouvernement. De décider ça. Il va le proposer dans le cadre d'un sommet de chefs d'État européens? Oui, il l'avait déjà proposé d'ailleurs dans la tribune qui était parue il y a quelques mois, qui est parue dans toute la presse, de l'Europe, qui est parue dans toute la presse nationale. Et internationale. Européenne, presse nationale européenne, et il le reproposera évidemment dans le cadre institutionnel. C'est pas un peu utopique cette histoire quand même? Non, je pense pas que c'est utopique parce que on est à un moment clé, comme je vous ai dit, c'est les nationalistes mettent un pied dans la porte. Le jour où on ne pourra pas faire de majorité au niveau européen sans les nationalistes, la construction européenne sera stoppée. Il faut agir avant que ça arrive. Alors, dans cette interview qu'il accorde chez nos confrères de la presse régionale, il parle beaucoup de quelque chose qui est central, semble-t-il, dans son discours. On l'avait vu dans sa lettre aux citoyens d'Europe, l'immigration. Il faut revoir Schengen complètement, dit-il. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas dupe sur l'organisation aujourd'hui qui n'existe pas de la politique migratoire. Moi, j'étais à l'Élysée avant d'être directeur de campagne de La République En Marche pour cette élection européenne. Et systématiquement, chaque bateau qui est arrivé en Méditerranée, on reconstruisait une forme de compromis entre les Maltais, les Espagnols, les Grecs et nous, au fur et à mesure, en fonction des circonstances. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et on revendiquait le droit international maritime comme étant la règle Schengen à la sur poubelle? ce sujet-là. Non, Schengen pas à la poubelle. Schengen à condition que les pays qui ont des frontières extérieures à l'Union européenne puissent aussi contrôler ces frontières et qu'on les aide. Vous avez parlé de Frontex, donc il y a des recrues, il va y avoir 10 000 gardiens en plus oui, de mais Frontex. enfin ça, c'est pas tout de suite. Et une solidarité aussi avec un asile unifié. C'est la proposition qu'on a fait pendant le... D'accord. Politique de quotas? Pourquoi pas, il ne faut pas s'y interdire. Les Hongrois n'en veulent pas du tout. C'est une question qui pourra se reposer par ailleurs. Par contre, pas de politique de quotas pour ce qui est de l'asile. Alors, pour l'asile, comment vous faites pour renvoyer chez eux les déboutés du droit d'asile? Les déboutés du droit d'asile... Parce que ça, personne n'y arrive. Mais c'est la question, par ailleurs, essentielle. Et il faut une réglementation européenne qui nous permette aujourd'hui, puisque les frontières intérieures de l'Europe permettent la circulation, il nous faut une réglementation européenne qui nous permette aussi d'être efficace dans la reconduite. Mais comment matériellement, qu'est-ce que vous les mettez dans un avion, sachant que les pilotes de ligne n'en veulent pas? Donc vous réquisitionnez des moyens de l'armée? Il faudra trouver des nouvelles politiques sur ce sujet et il faudra agir en amont. Et ça, on l'a dit et redit, c'est au-delà de la question des frontières, c'est la question de la coopération avec les pays. Et on a commencé de manière bilatérale avec un certain nombre de pays de la Méditerranée à faire des coopérations qui marchent et des accords bilatéraux qui marchent sur notamment les visas, sur notamment un certain nombre de politiques publiques qui sont plutôt efficaces. Il faut développer ça et puis il y aura évidemment du retour dans les pays. Les Républicains, eux, ils disent double frontière. Vous êtes d'accord avec ça? Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Moi, Pourquoi? je crois que justement Schengen. Ils veulent pas remettre des guérites, des contrôles aléatoires un peu partout sur l'Europe. C'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs. Oui, mais déjà c'est déjà fait. Il suffit d'aller par ailleurs dans le sud de la France, à Nice, pour voir évidemment qu'il y a aujourd'hui des contrôles volants. Moi, je suis un enfant aussi d'Erasmus, j'ai beaucoup voyagé, j'ai été à l'étranger, j'ai vécu pendant longtemps à l'étranger. Moi, je suis vraiment sur la question de Schengen. Je pense que c'est un vrai acquis pour notre génération de pouvoir se déplacer partout, de pouvoir justement... Mais les électeurs, ils ne sont pas d'accord avec vous. Oui, il y a une bataille culturelle à mener sur ce sujet. Et je pense que d'ailleurs, on semble que Schengen est un acquis. Et en réalité, ça serait intéressant de faire une journée sans Union européenne, où on remettrait les frontières, où on enlèverait le roaming. Vous devriez suggérer ça. Et donc les Français peut-être se matérialiseraient... Peut-être un mois ou 2 mois. Voilà, se matérialiserait l'idée de qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que fait l'Union européenne au quotidien pour eux. Le couple franco-allemand, alors le président de la République revient sur les confrontations peut-être qu'il y a entre Paris et Berlin. Comment on le relance, le couple franco-allemand? Moi, je pense qu'on le relance aussi dans la proposition. On relance par la confrontation, justement? Non, ce n'est pas la confrontation, c'est les propositions. Et le fait que la France, aujourd'hui, puisse faire des propositions, c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire être dans la confrontation, ça veut dire pouvoir poser ses positionnements. Je prends un exemple. Vous avez, le président de la République a décidé de voter contre le mandatement de la Commission européenne
pour commencer les discussions avec les États-Unis dans le cadre d'un accord commercial global. Il a voté contre, c'est un signe politique. Oui, parce que sinon, ça enlève la souveraineté des États. Oui, mais c'est un signe politique que la France a une position sur ce sujet-là. Ça n'a pas empêché par ailleurs le mandatement de la Commission, puisque les règles de majorité qualifiée permettaient ce mandatement. Mais je pense que c'est justement en envoyant ces signaux, et nous derrière, en capitalisant un accord global avec d'autres pays par la suite, notamment les Allemands, qu'on arrivera à faire avancer les choses. Ce mandatement à la Commission, ce vote, il a été fait pour quoi? Pour donner un signal sur l'accord de Paris. Il faut arrêter aussi les règles de l'unanimité. Moi, je pense que sur certains sujets, il faut arrêter, notamment sur les questions environnementales, migratoires. Il faut arrêter l'unanimité. Il faudra arrêter qu'un pays puisse s'opposer à l'ensemble des politiques, et notamment quand il y en a un qui est en désaccord et que les autres sont d'accord. Votre championne, elle s'appelle Nathalie Loiseau. Oui. Vous êtes content de sa campagne? Oui, moi je suis content de sa campagne. Elle suit vos conseils? Oui, on travaille déjà depuis 2 mois, ça se passe très bien. Ouais. Et je pense qu'on a... Elle a progressé après vous? Oui, enfin le elle débat. est très critiquée. Le débat d'hier a montré que pour le coup, vous êtes satisfait de son débat d'hier? Elle était très clairement au niveau, voire même largement au niveau dans ce débat. Ouais. Et après, c'est un exercice politique particulier. En politique, il faut savoir effectivement apprendre. Et nous, on en est les premiers aujourd'hui. On a beaucoup de renouvellement sur cette liste. Et non, je pense qu'elle a su à la fois mener la campagne, qui n'est pas facile, puisque c'est la liste de la majorité, et donc il y a énormément de critiques, ça c'est sûr. Et Nathalie a su tenir bon dans la... Si vous avez encore quelques électeurs à grignoter, ils sont où? À droite, à gauche? Ils sont chez nous. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ils sont dans l'abstention, des gens qui aujourd'hui pourraient voter pour cette liste pro-européenne d'élargissement, mais qui n'y voient pas encore les enjeux ou qui préféreront rester chez eux. C'est eux que le président de la République a dû inviter à déjeuner aujourd'hui. Pourquoi il invite des écrivains? Non, mais je pense que là, c'était aussi un symbole, cette liste d'écrivains. Symbole, l'élite, alors que c'est... c'était une liste, c'est une liste d'ailleurs de personnalités qui ont fait une tribune il y a quelques mois sur les sujets européens, qui rejoignent exactement les enjeux que nous, on a posés dans cette campagne. Et je trouvais bien, en termes de symbole, montrer que aussi l'Europe des cultures et l'Europe intellectuelle existe. Oui, il y a l'Europe des cultures et il y a aussi une culture française. Oui, évidemment. Le président de la République n'en était pas convaincu avant la campagne. Non, il a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Si, il y a une culture évidemment française et puis il y a une culture européenne qui est en construction. La preuve, ce dîner et cette tribune qu'ils ont faite conjointement. C'est quoi le point commun de l'Europe? C'est quoi? C'est la façon d'être à une terrasse de café, dit le président de la République. Non, le point commun de l'Europe, c'est effectivement respecter les différences tout en travaillant ensemble. Moi, je pense que c'est un super projet et là, il faut continuer à y construire. D'accord. On est avec Stéphane Séjourné qui dirige la campagne de la liste Renaissance. C'est Julie Coulon-Profisi nous rejoint pour poser vos questions, chers internautes. Bonjour Julie. Bonjour Stéphane Séjourné. Bonjour. Alors vous parliez il y a quelques instants du débat d'hier soir. Pour Oméga, ça a été une cacophonie permanente. Et pour Jean, ça a été une foire d'empoigne inaudible. Alors, est-ce que ce genre de débat, ça ne dessert pas un petit peu les candidats, donc Nathalie Loiseau? Votre point de vue là-dessus? Moi, je suis alors, je pense que le débat est toujours utile et pour le coup, le débat était de bon niveau hier soir. C'était un débat de bon niveau, de qualité et qui, du coup, les deux débats et qui rend digne la politique. En tout cas, on était plutôt fiers d'avoir ce genre de débat avec les candidats. Et là, je prends tout le monde. Je ne mets pas en particulier ma candidate, je pense qu'il y a eu un débat d'idées. Et ça, c'est important en politique. Après, moi, je ne suis pas pour la multiplication des débats non plus. Il y en a 3 cette semaine. Cette semaine, ce qui, par ailleurs, handicape aussi un peu la campagne, en réalité. Puisque les candidats, ils sont aussi normalement là pour aller au contact des Français. Et ce genre de débat aussi nous empêche derrière d'y aller. Donc, oui au débat d'hier soir. Parce que très bonne qualité. C'est toujours un peu la cacophonie parce que les uns se répondent, mais il faut regarder aussi le contenu et en réalité juger le débat à l'aune de est-ce que j'ai compris la position des uns et des autres et quelle idée je m'en fais. Si c'est réussi et si les gens ont compris ce que les uns et les autres voulaient porter, c'est que c'est un exercice qu'il faut réussir. Nathalie Loiseau était audible hier? Oui, j'ai trouvé qu'elle était audible, j'ai trouvé qu'elle était percutante, qu'elle a réussi pour le coup à montrer qu'il y avait une vraie différence
dans le projet qu'on porte avec un certain nombre d'autres listes. Ouais. Et donc, moi, je suis assez content de cette prestation. Alors, à propos de la présence d'Emmanuel Macron sur une affiche de campagne de La République En Marche, Félimar nous dit « Il est le président de tous les Français et ne doit pas être partisan ». Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui, je réponds ce que je vous ai répondu tout à l'heure, Yves Tréhard, c'est que moi je considère que les enjeux européens sont aussi des enjeux supranationaux. Et que derrière les enjeux européens, il y a la voix de la France, il y a l'influence de la France. Et que le président de la République, il est aussi garant de ça. Et qu'à un moment donné dans la construction européenne, là où on peut basculer d'un côté comme dans un autre, c'est-à-dire continuer la construction européenne ou mettre un stop, eh ben, il y a un enjeu pour le président de la République de s'y investir. Après, sur la fiche de campagne, c'est anecdotique. C'est votre idée, ça ? Oui, c'est votre idée. Mais contrairement à ce que j'ai lu, ce n'est pas un changement de stratégie de campagne. Déjà, on avait présenté la profession de foi, et d'ailleurs, tous les électeurs recevront, puisque cette profession de foi, elle est imprimée à 45 millions d'exemplaires, elles recevront dans leur boîte aux lettres dans quelques jours, si ce n'est pas fait déjà, la profession de foi. Sur cette profession de foi, le président de la République a souhaité y apparaître également, avec un mot manuscrit. Vous en avez parlé avec lui de ça, oui, de savoir s'il fallait qu'il soit présent ou pas. Bien sûr, il n'y a eu aucune contestation sur le fait qu'il devait y être, et pour lui, ça semblait naturel. D'accord. Alors, à propos du SMIC européen, c'est Taxland qui nous dit sur lequel des pays faut-il s'aligner en fait pour avoir un SMIC correct et qui corresponde au niveau de vie de tout le monde. C'était par le haut qu'il fallait travailler. Donc, en réalité, contrairement à ce que j'ai entendu, ou la caricature de cette proposition, évidemment, il ne s'agit pas d'aligner par le bas le SMIC français. Au contraire, il s'agit d'abord déjà que tous les pays européens puissent avoir un salaire minimum, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Et deuxièmement, pourquoi un SMIC européen ? Parce que c'est aussi une manière de converger. Converger dans les niveaux de vie, converger aussi dans le pouvoir d'achat des Européens et derrière nous permettre d'aligner aussi les fiscalités, mine de rien. Donc c'est aussi un outil de la convergence fiscale et sociale, le SMIC européen, et évidemment ça doit être un alignement par le haut et toujours dans la possibilité pour les Européens d'avoir savant, à partir du salaire médian dans chaque pays. Dans chaque pays, il y a un débat sur 60, 50. Après, il faut poser l'idée. Et comme dans toutes les politiques publiques européennes, de toute façon, il y aura des compromis à faire et on s'adaptera aussi. Mais l'idée est là et il faudra pousser cette idée dans les 5 prochaines années. D'accord. Alors Sandan nous dit l'Union européenne d'aujourd'hui est née d'une tromperie. En 2005, le peuple français avait voté contre le traité européen. Donc est-ce que vous pensez que le désintérêt du peuple français pour cette élection vient de là particulièrement ? Moi, je suis, à titre personnel, très d'accord avec ça. Oui. C'est-à-dire que vous estimez que le résultat de 29 mai 2005 a été piétiné par les politiques ? Moi, je considère qu'il y a en tout cas, il y a la perception que ce vote a été piétiné. Et à partir du moment où la perception existe, c'est un problème. Et on en est toujours là, puisque la preuve, vos auditeurs reportent encore cette question. Moi, je considère qu'à partir du moment où les gens ont perçu ça comme un retour en arrière et un piétinement de leur vote, c'est une mauvaise chose. Et à la sortie du grand débat où les gens, justement, souhaitent être investis en politique et que leurs paroles comptent et qu'on ne les trompe pas et qu'à la fin, quand on a voté, les politiques s'engagent à faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, je pense que c'était une erreur a posteriori d'avoir... La défiance aujourd'hui qu'on constate chez les Français et chez beaucoup d'autres, de nos voisins, c'est en partie dû à ce genre de décision de ne pas tenir compte justement de la volonté populaire. Il faut tenir compte, d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'obsède sur le Brexit, en réalité, et que la France est très déterminée à aussi mettre en application le vote des Britanniques. Et donc moi je considère que c'est un sujet de crédibilité européenne, crédibilité aussi de la classe politique européenne. D'accord. Alors, une réaction de Princeps qui nous dit « L'Union européenne sera dirigée par le PPE, filiale de la CDU. Tout continuera comme avant ». Qu'est-ce que vous pensez de ce constat ? C'est ce qu'on va essayer de faire un peu différemment dans les prochaines semaines. Et d'ailleurs, on a, depuis quelques mois, entamé un travail de recomposition, en tout cas du bloc central, au niveau du Parlement européen. Qui est occupé par un parti dirigé par M. Verhofstadt. Et aujourd'hui, il y a 15 jours, Guy Verhofstadt a annoncé la dissolution de ce groupe politique pour nous permettre de recomposer un peu différemment. Pour
reposer un peu différemment quand même cette alliance. Mais vous ne serez pas majoritaire. On ne ça, sera c'est pas sûr. majoritaire, mais on comptera, contrairement à aujourd'hui la configuration du Parlement européen qui nécessite uniquement 2 groupes pour s'allier, les socialistes et le PPE. Demain, la configuration sera beaucoup plus complexe. On aura peut-être besoin de 3, voire peut-être 4 groupes pour avoir une majorité. Et en tout cas, nous, on s'inscrira dans cette majorité pour peser le maximum. D'accord. Dernière question. Alors, dernière question. Béatrix met en parallèle la proposition de La République En Marche de mettre en place un dispositif anti-fake news lors des débats pour les élections européennes, face à Sibeth Ndiaye qui a dit assumer de mentir pour protéger le président et Nathalie Loiseau qui dit que le Rassemblement national est le parti de Poutine. Alors, c'est un peu un parallèle ironique. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Non. Le dispositif anti-fake news, il a 2 vertus. Il a la vertu que dans un plateau télé, pendant un débat, quand vous dites une contre-vérité, y compris chiffrée, il n'est pas question pour nous de remettre en cause les opinions, mais en tout cas, la question factuelle des chiffres ou une fausse nouvelle, comme on l'appelle, qu'on puisse en direct, avant que la question se propage, soit interpeller les candidats, soit avec un bandeau en dessous, signaler aux auditeurs et aux téléspectateurs que cette information était fausse. J'ai entendu quelques contre-vérités encore ce matin, typiquement sur une matinale, on a expliqué, Europe 1, M. Bellamy explique que Emmanuel Macron est pour l'élargissement aux Balkans. C'est faux. Ce qu'il n'a jamais dit pendant la campagne. C'est faux. Donc, il l'avait laissé entendre avant la présidentielle. Ces sujets-là sont aussi, y compris pour les auditeurs en période de campagne, et notamment à une semaine du vote, doivent être des éléments de transparence pour ne pas biaiser la sincérité derrière du scrutin et nous faire dire ce qu'on n'a pas envie de dire ou ce qui n'est pas vrai en termes factuels sur les chiffres ou sur nos positions politiques. Vous redoutez que François-Xavier Bellamy vous ait rapatrié dans son camp nombre d'électeurs qui étaient plutôt séduits par Emmanuel Macron ? Non, moi je pense que le partage des eaux, malheureusement pour une partie de la droite, s'est fait au moment de la présidentielle. Et que c'est aujourd'hui, c'est quand même assez figé. On le voit d'ailleurs dans les sondages entre ceux qui ont fait le choix de soutenir Emmanuel Macron au 2e tour de la présidentielle et par ailleurs, en réalité, aujourd'hui, veulent plutôt sa réussite au gouvernement. Et ceux qui n'ont pas voulu dire pour qui ils votaient ou ont fait un autre choix et qui aujourd'hui reconstituent un autre bloc, mais qui est un bloc plutôt conservateur, qui a sa pertinence dans la vie politique, mais qui est pour le coup pas le nôtre. D'accord. Stéphane Séjourné, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, à vos questions, chers internautes, grâce à Julie Coulomb-Profisi, qui était dans le studio ce matin. Merci Julie, et à demain, si vous le voulez bien.